d'avoir accepté de venir au micro de Maj Podcast pour nous mettre à jour sur le sujet de l'endométriose. Merci de m'avoir invité. On entend plein de choses sur l'endométriose, mais ça a beaucoup évolué dans le temps. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ça. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'endométriose? Excellente question. Et je pense que pour définir l'endométriose, il faut faire un petit peu d'anatomie. Endométriose, évidemment, ça provient du terme endomètre. Et l'endomètre, c'est ce qui est à l'intérieur de l'utérus. C'est la muqueuse. L'utérus est une cavité. Donc, si vous voulez un schéma, c'est la petite couche douce qui est à l'intérieur du nid, donc l'endomètre. L'endométriose, c'est le fait que ce tissu, ou un tissu qui ressemble à de l'endomètre, est situé à l'extérieur de la cavité utérine. Donc, c'est pas vraiment de l'endomètre, c'est un tissu qui ressemble à de l'endomètre. Il peut se situer dans le muscle de l'utérus. Ça, c'est l'adénomiose. Donc ouais, le fameux adénomiose, j'allais poser des questions dessus. Donc ça, c'est l'adénomiose quand ce tissu, il est à l'intérieur. Non, quand ce tissu, oui, Quand ce tissu, est à exactement, l'intérieur est à l'intérieur du muscle. Ok. Donc l'utérus est un muscle lisse, c'est plein de petites couches de muscles qui servent à se contracter quand vous expulsez vos règles ou quand vous donnez naissance à un enfant. Eh bien, à l'intérieur, il peut se trouver des petites cavités avec de l'endomètre, un tissu qui s'apparente à de l'endomètre. Et lorsque c'est à l'extérieur de l'utérus, et ça peut être vraiment, vraiment n'importe où, dans le poumon, dans le diaphragme, dans le pelvis le plus fréquemment, eh bien, on parle d'endométriose qui peut être profonde ou superficielle. Et donc ce tissu contient de la glande qui va fabriquer du sang de règle et aussi du stroma, l'architecture. Donc on a vraiment comme des petits endomètres un petit peu partout. Voilà, donc c'est vraiment, il faut repartir à l'anatomie pour comprendre cette maladie. Et quels sont les symptômes finalement? Comment ça se manifeste, cette endométriose ou cette adénomiose? C'est les mêmes symptômes pour les deux? À peu près les mêmes symptômes pour la simple et bonne raison que ces maladies sont très très souvent associées. Donc le symptôme princeps, vraiment le principal symptôme de l'endométriose et de l'adénomiose, c'est la douleur de règles. C'est ce qu'on appelle la dysménorrhée. Ça, c'est vraiment le symptôme de base qui doit d'ailleurs être le signe d'appel pour rechercher ces pathologies-là. Il y a ensuite une flopée de différents signes qui doivent être systématiquement recherchés si vous avez des douleurs de règles. On peut parler d'abord du débit important pendant les règles, la ménorrhagie, donc les règles qui sont très abondantes. La question que je pose le plus fréquemment, c'est est-ce que vous avez des débordements? Est-ce que vous devez changer de protection plus qu'une fois toutes les heures? Des protections assez importantes. Ensuite, il y a les douleurs pendant les rapports sexuels, ça qui est aussi caractéristique de l'adénomiose, mais aussi de l'endométriose pelvienne profonde. C'est ce qu'on appelle des dyspareunies. On a ensuite les troubles digestifs, donc qui vont aller des simples diarrhées pendant les règles jusqu'à du sang dans les selles. Voilà, on a aussi dans cette famille de symptômes-là des ballonnements. Et puis on a ensuite des signes qui sont plutôt urinaires avec, évidemment, pour aller des douleurs quand vous allez à la miction jusqu'à du sang dans les urines. Voilà, il y a toute une flopée de symptômes. Et on a aussi un symptôme dont on ne parle pas souvent, mais qui est aussi extrêmement représenté, c'est la fatigue, l'asthénie. C'est vraiment une maladie inflammatoire chronique, et donc, un des symptômes majeurs, c'est la fatigue. Et après, on a toute une liste d'autres symptômes, on pourra approfondir. Oui, parce qu'il y a plein, ça peut se manifester aussi, enfin, on peut avoir d'autres symptômes Oui. complètement un peu bizarres. Enfin, j'ai le ventre, par exemple, qui gonfle. Ouais. Un ventre, on se croirait au 4e mois de grossesse. Avec l'endométriose, ça peut être un des symptômes aussi. Ouais. Et ça peut se diversifier dans plein de choses, j'imagine. Ouais. L'endobélie, donc ça c'est le terme qui est utilisé par les patientes souvent, mais qui a été adopté par la communauté médicale. Donc l'endobélie, c'est lié à plein de choses, mais notamment au fait qu'il y a chez les patientes qui ont de l'endométriose ce qu'on appelle une dysbiose. Donc les bactéries qui à l'intérieur de votre tube digestif ne sont pas les mêmes que les bactéries qui à l'intérieur du tube digestif de quelqu'un qui n'a pas de l'endométriose. Ça c'est vrai pour plein d'autres maladies inflammatoires, on ne sait pas trop bien si c'est la cause ou la conséquence, mais en tout cas c'est une vérité si on compare les deux matières fécales de ces patientes. Et donc ces patientes, elles vont pas réagir de la même manière à la fois à un stimulus inflammatoires, donc elles vont avoir leurs bactéries qui vont créer du gaz, mais il y a aussi mécaniquement l'inflammation locale des lésions d'endométriose. Pas que les bactéries, mais aussi l'inflammation locale qui va entraîner un ralentissement du transit, les matières qui passent pas pareil que chez quelqu'un qui n'a pas d'endométriose, et puis
au pire des cas, il peut y avoir des patientes qui ont une lésion d'endométriose du tube digestif qui va bloquer le passage des matières. Et donc là, c'est vraiment des choses qui peuvent être potentiellement graves. Et dans ces cas-là, on a l'abdomen qui va gonfler, les matières qui passent pas du tout, parfois même les gaz qui se passent. Ça, c'est vraiment des signes d'alerte qui doivent vous faire aller consulter rapidement. J'étais en train de me poser une question. Où va ce sang? Parce que donc, on a ces cellules qui imitent l'endomètre, qui sont positionnées à des endroits où c'est pas du tout leur place et qui vont saigner. Exactement. Où va ce sang quand c'est dans l'abdomen, quand il part où ce sang? Si c'est sur dans le poumon? Eh bien, il part pas. Eh bien, c'est tout le problème. Donc, ce fameux tissu qui ressemble à de l'endomètre, il est dans des petites cavités. Un peu comme des petites bulles qu'on aurait dans du fromage. Vous voyez? Des petites cavités et cet endomètre tapisse ces petites cavités. Vous allez saigner pendant vos règles, ce sang va être évacué, sauf que dans ces petites cavités, il n'est pas évacué. Alors que se passe-t-il? Comme quand vous avez un traumatisme, un hématome, eh bien, il y a des cellules inflammatoires, des cellules de l'inflammation, qui sont recrutées via des vaisseaux sanguins, via des messages, peu importe, mais via des messages cellulaires, qui vont dire venez débarrasser, il s'est passé quelque chose, il y a du sang, il y a de l'inflammation, il faut qu'on aille manger les cellules, voilà, les glandes, etc. Donc, c'est des micro-traumas, des micro-cicatrisations qui vont se faire, et ça, tous les mois. Donc, ce sang ne s'évacue pas, il est grignoté, gommé, et ensuite, de nouveau, cela réapparaît. Donc, c'est vraiment un mécanisme inflammatoire chronique et cyclique. Hyper fatigant finalement pour le corps parce qu'il doit faire double boulot. Exactement. C'est une consommation d'énergie qui est majeure, parce que donc, cette lésion, on va prendre l'exemple d'une lésion, elle va recruter des cellules d'inflammation, donc ça va coûter au corps, mais pour recruter, elle va fabriquer du vaisseau sanguin, elle va fabriquer du nerf, elle va fabriquer toute une armada, vraiment on est dans l'idée de Il était une fois la vie, la série, on recrute une armada pour guérir de cette petite lésion-là, mais ça tous les mois, et pas que dans un seul endroit, dans plusieurs endroits différents. Voilà ce qui explique un des symptômes dont on parlait tout à l'heure, qui est la fatigue. Cette endométriose, elle vient d'où? C'est quoi son origine? Qu'est-ce qui donne de l'endométriose? Est-ce qu'on sait aujourd'hui des choses à ce sujet-là ou c'est vraiment, on sait pas du tout? Alors là, c'est la grande question. Donc, il faut séparer deux questions dans votre question. C'est d'abord d'où vient l'endométriose, et ça, on ne sait pas très bien. Ce qu'on sait, c'est d'où elle ne vient pas. Pendant très longtemps, on a dit, en fait, il y a un reflux de sang à travers les trompes. Donc l'utérus, il a 3 sorties, le col de l'utérus et ses 2 trompes. Le sang, assez logiquement, ne fait pas que sortir par le col de l'utérus. Chez 90% des patientes, il sort aussi par les trompes. Donc tout le monde a du sang dans le ventre. J'apprends un truc. Très bien, c'est le but. Tout le monde a du sang, enfin toutes les femmes, quand elles ont leurs règles, ont du sang dans le ventre. C'est d'une banalité. Les gens qui font de l'échographie le savent. Si vous faites une échographie à une patiente qui a ses règles, elle va avoir un peu de liquide dans son ventre. C'est normal. Et donc, on a pensé que ce sang devait contenir des cellules qui s'implantaient dans le péritoine. Or, il y a un exemple qui contredit, mais il y a plein d'autres idées qui contredisent cela, mais il y a des patientes qui naissent sans utérus, ce qu'on appelle le syndrome de Rokitansky, notamment. Et donc, ces patientes, elles peuvent avoir quand même de l'endométriose, alors qu'elles n'ont même pas d'endomètre. Donc, ça fait la démonstration quand même qu'il y a une erreur dans le phénomène. Donc, cette linéarité de comment apparaît l'endométriose, on ne l'a pas encore. Donc, il y a des théories en ce moment, qui évoluent depuis plusieurs années, mais notamment une théorie de l'embryogénèse. Vous savez qu'initialement, on est une cellule qui se divise en des milliards de cellules, et on pense, en tout cas, c'est une des idées qui revient, que des cellules qui se transforment en endomètre se sont perdues. Elles auraient dû être à l'intérieur de l'utérus, ou alors celles qui étaient à l'extérieur, elles auraient dû disparaître. Eh bien, elles ne disparaissent pas, et donc finalement, elles se retrouvent à l'extérieur de l'utérus. C'est une des théories, et il y en a d'autres. On n'a pas encore la linéarité, mais ce qu'on sait, c'est que on trouve de l'endométriose déjà chez l'embryon, déjà chez les nouveau-nés, des études assez sordides, mais déjà chez les nouveau-nés, on trouve des lésions d'endométriose. Donc ça veut dire que ça vient d'il y a très longtemps et ça apparaît pas à l'adolescence. C'est juste, ça parle à l'adolescence parce qu'il y a des règles et des cycles, mais ça apparaît déjà avant. Voilà. Et ensuite, il y a d'où ça vient, comment ça arrive. Et donc là, on parle du terrain, pourquoi ça arrive à certaines patientes et pas à d'autres. Et là, il y a plein de mécanismes en jeu. C'est une maladie dont les causes sont multifactorielles. Et donc, par multifactoriel, on veut dire qu'il n'y a pas un élément en cause. Il y a certaines pathologies où c'est une mutation
entraîne cette pathologie spécifiquement. L'endométriose, c'est pas le cas. Il y a des dizaines de gènes qui sont en cause, au moins 16, dans lesquels c'est plein de petites variations qui entraînent l'endométriose, un peu comme la clé dans la serrure, avec plein de petites variations qui font que finalement l'endométriose arrive. Et pire que ça, il y a aussi l'environnement qui intervient. Et donc là, on peut parler des perturbateurs endocriniens, de l'alimentation, de l'inflammation chronique, éventuellement même d'autres pathologies auto-immunes qui vont favoriser l'installation. Donc on est vraiment dans une maladie extrêmement complexe, et l'état de la science actuellement, c'est vraiment la neurologie dans les années 50, quoi. On ne comprend pas d'où ça vient l'endométriose, mais on commence à avoir quelques pistes, et c'est aussi pour ça que malheureusement c'est passionnant. Donc en fait, c'est multifactoriel, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est peut-être pas parce qu'on a, eu des perturbateurs endocriniens ou, pris un médicament ou une seule fois, en fait, finalement, qu'on va déclarer, une endométrio C'est sûr. Il faut vraiment rassurer les mamans souvent, parce que les mamans qui ont des patientes, qui ont des enfants qui ont de l'endométriose, elles sont terrorisées à l'idée de se dire mais j'ai peut-être mangé quelque chose quand elle était dans mon ventre. C'est pas ça qui fait qu'elle a de l'endométriose totalement. Peut-être que ça a participé, peut-être que malgré vous, effectivement, on est exposés tous à des perturbateurs endocriniens et on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi de la génétique, on le sait, que les patientes dont la maman a de l'endométriose ont plus de risques d'avoir elles-mêmes de l'endométriose. On le sait, mais elles ne sont pas totalement responsables. Et il n'y a pas de transmission linéaire. On peut aussi ne pas avoir de l'endométriose. Parce que moi, j'ai quand même entendu, on m'a eu dit: «Attention aux vaccins et cetera, ça peut jouer sur l'endométriose, tu as de l'endométriose, tu te fais vacciner contre la grippe et cetera et cetera». Est-ce qu'on peut faire le clair là-dessus? Alors on va être très clair. Quel que soit le vaccin, les données de sûreté ne retrouvent absolument pas de majoration du risque d'endométriose. Vraiment aucune. On peut parler du virus HPV par exemple, et de la vaccination du virus du papillomavirus. Il n'y a pas de surrisque de maladie auto-immune avec ces vaccins-là. Il y a des études sur des millions de patients, des cohortes pendant des années, notamment dans les pays du Nord qui savent très bien faire ce genre d'études. On n'a pas de surrisque. Par contre, ce qui peut se passer, et ce qui s'est passé, on le sait, les données, elles sont là, c'est que quand on se fait vacciner, on fabrique de l'immunité, donc on fabrique de l'inflammation. C'est le but de la vaccination, c'est de recruter des cellules de l'inflammation, des lymphocytes notamment, et de leur dire, voilà, on vous présente ça, il faut que vous défendiez, il faut fabriquer une usine pour vous défendre contre ça. Mais on ne va pas stimuler uniquement la cellule, on va stimuler tout un système. Donc quand chez quelqu'un qui a une maladie auto-immune, où la sensibilité est un peu importante, eh bien on va stimuler cette immunité, et donc parfois on peut entraîner des règles chez des patients qui n'en avaient pas grâce à un médicament bien pris, ou voilà, ou alors accélérer ces saignements, augmenter le débit des règles. C'est des choses qu'on a très bien vues parce qu'il y a eu une vaccination coronavirus ces dernières années, et donc on a une modification des cycles. C'est pas inquiétant, c'est attendu. Voilà. Si, par exemple, à 30 ans, on a pas mal, lors des règles ou on n'a pas des symptômes qui font penser à l'endométriose, est-ce qu'on est épargné par l'endométriose ou ça peut arriver dans les années qui suivent? Ça peut arriver dans les années qui suivent. Oh Je suis non! désolé de le dire, mais c'est un cas qu'on voit assez fréquemment. Et j'en ai encore eu au cabinet hier. Des femmes qui ont entre 35 et 40 ans, qui décident d'arrêter leur contraception parce que une vasectomie chez le compagnon, ou alors chez les patientes, on enlève les trompes parce qu'elles ne veulent plus avoir de bébé. Donc on s'arrête de prendre le traitement. Et là, on vient décompenser une symptomatologie qui, avant, était dissimulée par une pilule qu'on a pris pendant très longtemps. Il y a aussi le cas de patients qui n'ont jamais pris de contraception particulièrement et qui vont se mettre à devenir symptomatiques à 35-40 ans. Et ça, c'est souvent le cas des adénomioses, qui est une forme de vieillissement pathologique de l'utérus et qui va devenir de plus en plus symptomatique à 35-40 ans. Enfin, troisième mécanisme, on ne s'écoute pas pendant 20 ans et on finit, une fois que on a géré les enfants, le boulot, le machin, à s'écouter un petit peu à 35 ans, on se dit, mais c'est vrai, dis donc, j'ai peut-être un peu mal pendant mes règles. En fait, avant, pris par le feu de l'action, je faisais pas trop attention, et là, je me pose 2 minutes, j'accède à des médias dans lesquels on parle de douleurs de règles, et je me rends compte que en fait, c'est symptomatique. Et encore une fois, j'ai beaucoup de patients dans ce cas-là qui reviennent à la deuxième consultation et qui me disent, mais attendez, en fait, je voulais vous dire, si j'ai eu mal pendant mes règles,
pendant toute ma vie, en fait. Mais vu que personne m'a jamais posé la question, ou s'est jamais intéressé, ou je m'en suis plaint une fois, deux fois, on m'a dit c'est rien, bah, j'ai arrêté de m'en plaindre. Et donc ça, c'est pour moi les trois mécanismes qui font et fait qu'il y a une augmentation de l'incidence dans ces âges-là. Donc finalement, même après 30 ans, on peut se rendre compte qu'on a de l'endométriose ou Exactement. elle peut se mettre à Tout à s'exprimer fait. après 30 ans. Bon, bah, je vais la reposer. À 50 ans, est-ce qu'on est un peu épargné si on n'a Alors, pas eu ces symptômes-là? l'âge moyen de la ménopause en France est de 51 ans et demi, je crois. Théoriquement, la disparition des cycles, qui est la définition de la ménopause, pendant un an, doit faire disparaître la majorité de la symptomatologie de l'endométriose. Donc ça, c'est le premier point rassurant. Malheureusement, ça dépend des études, mais entre 3 et 10% des cas, il y a une maladie qui, de façon indépendante, se met à synthétiser son propre oestradiol. Elle est capable de fabriquer sa petite usine et elle fabrique ses propres œstrogènes parce que vous savez que les œstrogènes sont indispensables à la survie de cette maladie. Et donc, on a des patientes qui se retrouvent avec de l'endométriose qui fonctionne toute seule après 50 ans. Donc, on a opéré des patientes de 59 ans, mon record, 59 ans, 60 ans, qui avaient des lésions d'endométriose actives, du côlon, de l'adénomiose, avec une IRM qui dit endométriose active avec des lésions hémorragiques. Et des patientes qui même parfois reprennent des cycles. Donc des trucs un petit peu étonnants. Mais effectivement, ça existe. Mais dans la très grande majorité des cas, il faut rassurer les gens, ça disparaît. Dernier élément, si vous avez une très grosse lésion digestive qui coude votre tube digestif, que la maladie soit plus active ou pas, la cicatrisation, le coude, il va rester en place. Donc vous aurez toujours des troubles digestifs. Donc c'est la grande question. Il va y avoir toujours les effets mécaniques de la maladie. Je pensais être débarrassée à un moment donné, mais que dalle! C'est une maladie chronique. Vous avez dit tout à l'heure une maladie auto-immune. Est-ce que c'est une maladie auto-immune? Non, pas vraiment. Alors, elle fait intervenir une part d'auto-immunité. Ça, c'est important. Mais ce n'est pas une maladie auto-immune comme, par exemple, le lupus, qui sont des pathologies vraiment spécifiques de l'auto-immunité. La définition de l'endométriose, la définition officielle auquel on a participé à la traduction assez récemment, l'année dernière, il y a 2 ans, c'est une maladie inflammatoire chronique systémique, donc inflammatoire, on en a parlé, chronique, malheureusement on vient d'en parler, systémique, ça veut dire que ça ne touche pas que les organes génitaux, et je pense que ça c'est vraiment le terme très important, et chronique, bon voilà, systémique c'est vraiment pas que les organes génitaux, ça c'est très important de le dire, c'est une maladie qui va de l'asthénie jusqu'aux douleurs dans les jambes. Donc, voilà. Et qui est, bon, on peut en parler aussi dans cette définition, qui est œstrogénodépendante, on vient aussi d'en parler. Moi qui suis patiente atteinte d'endométriose, je sais qu'il y a des éléments qui vont venir faire flamber mon endométriose, c'est-à-dire faire exploser un peu la douleur. J'ai des mois où ça va et il y a des mois où c'est terrible au moment des règles. Et d'ailleurs, pas qu'au moment des règles. Par exemple, moi, c'est au moment de l'ovulation aussi que je ressens des douleurs. Qu'est-ce qui peut faire flamber cette endométriose? Qu'est-ce qui va l'aggraver ou en tout cas aggraver la douleur? Alors, pour répondre à cette question, il faut explorer pour moi, deux éléments. D'abord, c'est une maladie dont les symptômes sont fluctuants. La symptomatologie évolue parce que les lésions évoluent, la localisation des lésions évolue. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a la manière dont on est capable d'accueillir et de recevoir la douleur. Et ça, c'est une part très importante. Et les patients en général qui souffrent, le savent. Quand vous êtes inquiet, stressé, vous avez une moins bonne tolérance à la douleur, ce qui est tout à fait compréhensible. Donc ça, c'est les deux mécanismes. Après, si on passe plus à une échelle cellulaire, à l'inflammation, il y a des mécanismes pro-inflammatoires. Donc, ça, on le sait, et les patients le disent aussi, la manière dont vous mangez, la manière dont vous pratiquez ou non du sport. Et d'ailleurs, ces deux éléments sont à eux-mêmes des thérapeutiques de cette maladie. Il y a aussi, évidemment, d'autres maladies qui viennent se surajouter, un virus, tout ce qui est pro-inflammatoire. Voilà. Ça vient intervenir dans la manière dont l'endométriose se comporte.
Donc il faut revoir son alimentation. Il y a des choses sur lesquelles on peut venir jouer. L'alimentation, moi je sais par exemple le sport, il faut absolument que je fasse du cardio. Ouais, Sinon je sais alors peut-être que vu que je sais que si je fais pas de cardio, je vais avoir plus bien mal, sûr. je me conditionne à avoir beaucoup plus mal au moment des règles, mais il y a des choses sur lesquelles on peut venir jouer Oui, aujourd'hui, sur l'endométriose et sur sa douleur. Enfin, oui. pas sur l'endométriose, mais sur la douleur plutôt. Sur la douleur, mais aussi sur l'endométriose. Donc il y a des données dans la littérature. Pour parler de ces données, il faut parler des niveaux de preuve. Donc quand on fait un essai randomisé contrôlé, on a un fort niveau de preuve. Quand on a des études sur des petits groupes ou alors où les expériences sont un petit peu, on ne sait pas exactement ce qui a été fait, on a un faible niveau de preuve. Voilà. Pour l'alimentation, ce qui est compliqué, c'est qu'on va pas surveiller ce que vous mettez dans votre assiette tous les jours. Et donc, c'est compliqué. Alors, aux États-Unis, on a des études où on paye les gens pour savoir exactement ce qu'ils mangent. Donc, on a quelques données quand même sur l'alimentation et l'endométriose. On sait, il y a quand même quelques données, on sait que le régime de type méditerranéen, donc le régime centenaire dont on a beaucoup parlé, donc le but du régime n'est pas de perdre du poids, hein, mais c'est vraiment une alimentation saine et équilibrée qui en fait est quasiment exactement le régime recommandé par l'OMS. Donc, le fait de faire ça d'abord, quand on a une maladie inflammatoire, quelle qu'elle soit, est favorable. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, il y a des éléments qui viennent aggraver la situation, et donc certains aliments, donc des aliments par exemple qui vont fabriquer du gaz, et si on vient d'en parler, si vous avez des troubles digestifs, voilà. Donc on peut appliquer ensuite, si ce régime méditerranéen fonctionne pas, des régimes spécifiques qu'on dit exclusifs, où on va enlever certains aliments. Donc on parle des régimes anti-inflammatoires ou low FODMAP. Ça, c'est vraiment des choses assez spécifiques qui nécessitent une prise en charge avec un médecin ou un diététicien. On ne fait pas ça tout seul. Ensuite, pour ce qui est du sport, ça c'est aussi fondamental. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais lorsque les patients font du sport, et ça, il y a des études aussi qui démontrent qu'on a une diminution de la consommation en antalgique. Donc on consomme moins de médicaments contre la douleur. C'est un bon signe parce que demander aux gens après avoir fait du sport, est-ce que vous avez moins mal? Oui, effectivement, ils sont super contents d'avoir fait du sport. Mais la preuve, elle est dans le fait qu'ils consomment moins leur boîte de médicaments. Et ça, je pense que c'est un bon élément à transmettre aux patientes. Maintenant, il y a même de l'adaptation physique adaptée pour les patients qui ont de l'endométriose, donc on a de bonnes pistes là-dessus. Encore aujourd'hui, en discutant avec des femmes, en discutant avec des copines, et on entend des médecins dire: «C'est normal d'avoir mal au moment des règles». Est-ce qu'on peut faire le clair à ce sujet? Parce que je fais un gros clin d'œil à Mathilde qui, il y a pas plus de 15 jours, m'a dit: «Mais mon médecin m'a répondu ça». Qu'est-ce qu'il faut enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Alors, il faut rester extrêmement simple. Ça n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles. Point. Voilà. Il n'y a pas que les médecins, il y a toute la société depuis des années et des années qui banalise ces symptômes. Pourquoi j'ai quelques pistes sur le sujet, notamment parce que ça touche les femmes, mais ça, on pourra y revenir sur un autre épisode entier d'un podcast, je pense. Mais voilà, c'est pas normal. Ensuite, dans le c'est pas normal, il faut savoir graduer un petit peu la réponse. Ça n'est pas normal d'avoir mal pendant ses règles, mais il faut graduer. Voilà. Si j'ai mal pendant mes règles, je prends un Doliprane le matin et puis ensuite je n'entends plus parler de mes règles, voilà. J'ai pas de signes associés par ailleurs, pas de douleur pendant les rapports, pas de douleur, etc. On n'est pas obligé de s'inquiéter. Par contre, s'il y a un impact sur la vie quotidienne, et ça, c'est vraiment la limite pour moi. Et c'est la limite de nous, ce qu'on appelle la dysménorrhée sévère, la douleur de règles sévère. S'il y a un impact, même infime, eh bien là, il faut s'inquiéter. Et moi, j'ai cette question assez souvent aux patientes, je dis, est-ce que ça impacte votre vie professionnelle? Et très souvent, les patients me disent, non, pas du tout, enfin, je rentre à la maison, je me mets sous la couette, mais je bosse depuis mon lit. Je dis, mais ça impacte votre vie. Ah bah oui, mais je peux travailler. Bah non, en fait, vous travaillez, mais pas comme d'habitude. Et donc, à ce moment-là, on a un impact. Si pendant mes règles, je peux pas aller boire un verre avec des copines parce que je suis dans mes toilettes avec des douleurs de ventre trop importantes, voilà, c'est inquiétant. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc pour moi, la limite, elle est là. Voilà. Si je peux pas aller à l'école, si je peux pas aller au lycée, je peux pas aller à l'université, si je rate des événements importants à cause de mes règles, il faut arrêter, il y a un problème. Donc si je peux pas aller à l'école, si je peux pas aller au travail, et cetera, dans le cas où même je prendrais pas un Doliprane. Je vais avoir mes règles, je prends pas mon Doliprane et là je suis au travail pliée en 2 ou je Ça, suis à c'est pas l'école et possible. j'arrive pas à me concentrer. Là, c'est quelque C'est un chose problème. c'est un C'est un problème et problème. là on va consulter. Mais normalement, quand on est plié en deux, un Doliprane, ça règle pas le problème.
Voilà. Mais là, il faut aller consulter, bien sûr. Il faut aller consulter. Mais le Doliprane va baisser un peu la douleur pour nous la rendre supportable. Et je pense qu'en tant que femme, on a l'habitude d'encaisser, de pas trop faire de vagues et de continuer à faire nos journées. Mais ouais, ce Doliprane-là, moi, il me pose souci dans le sens où je vois beaucoup de copines prendre du Doliprane, moi-même prendre du Du Doliprane, paracétamol. du Du paracétamol. On va parler paracétamol. de paracétamol, on prend du paracétamol et contenir finalement tout avec ça, mais on est incapable de partir sans paracétamol dans le sac parce qu'on sait qu'on risque d'en avoir besoin si on a nos règles. Alors, sur le point particulier du médicament, d'abord le paracétamol, et ça il y a quelques études quand même qui le montrent, est inefficace, enfin en tout cas très peu efficace dans l'endométriose. Et ça c'est aussi une piste. C'est-à-dire j'ai un tout petit peu mal, je prends les Doliprane, je n'ai plus rien. Globalement on n'est pas très inquiet. Le Doliprane, si vous en prenez... bon, le paracétamol. Le paracétamol, ça doit pas très bien marcher dans l'endométriose, globalement. Les patientes, elles prennent plutôt des anti-inflammatoires. Voilà. Et si vous devez prendre, à chaque fois que vous avez vos règles, 3 anti-inflammatoires différents, dépasser les posologies autorisées, c'est le cas souvent des patientes, parce que sinon vous ne pouvez pas vivre normalement, il y a un problème, il faut être très clair. On a répondu à la question à quel moment une femme doit se dire bon bah là c'est peut-être de l'endométriose, je dois consulter. Oui, on pourrait rajouter qu'il n'y a pas que la douleur de règles. Et ça, je pense que c'est aussi important. Il y a des patientes qui ont pas de douleur de règles, ou en tout cas n'ont pas eu l'information que c'est pas normal la douleur qu'elles ont pendant leurs règles. On peut avoir 3, 4 sur 10 de douleurs pendant les règles, mais surtout des douleurs très invalidantes quand vous allez à la selle par exemple, du sang dans les selles avec aussi d'autres signes associés, des douleurs très invalidantes enfin des saignements très abondants pendant les règles. Voilà, donc il n'y a pas que la douleur de règles, il ne faut pas que se focaliser là-dessus, même si effectivement c'est un signe qui est très fréquent dans l'endométriose, mais qui ne doit pas faire dire on ne parle pas de cette maladie, vous n'avez pas cette maladie. Oui, parce que moi par exemple, j'ai des douleurs dans la jambe qui vont jusqu'au genou. Aucun gynécologue n'a pris ça en compte. C'était pas, ça rentrait pas dans les douleurs de règles classiques et finalement on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un espèce de noyau, je ne sais quoi sur les ligaments ou je ne sais où, qui provoque ces douleurs-là, quoi. Alors les douleurs de jambes, c'est des douleurs qui sont assez fréquentes dans l'endométriose. Et c'est une question qui est très fréquemment posée par les patients. Mais pendant mes règles, j'ai super mal dans les jambes, soit de manière bilatérale, soit même de manière unilatérale. Alors, on sépare deux choses. Il y a des douleurs qui sont liées à la maladie elle-même, qui viendraient comprimer, irriter le nerf sciatique. Donc là, on est dans une forme très grave de la maladie, des choses assez rares qui nécessitent une prise en charge dont ils sont très 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 experts. Et ensuite, on a des douleurs d'irradiation. Donc en fait, l'endométriose, elle est dans le ventre. Et le ventre, il n'a pas le nerf qui vous fait dire j'ai mal au milieu de la main. Il est innervé par un nerf qui s'appelle le nerf vague, et qui, comme son nom l'indique, il n'a pas cette capacité. Et donc, il y a un mécanisme neurologique où on a une projection des douleurs. Et donc, des patientes, elles vont décrire des douleurs dans les membres inférieurs, des douleurs dans le bassin, des douleurs articulaires, des douleurs un petit peu partout. Ça fait partie de ces douleurs. Voilà. Ok, donc c'est pour ça qu'on ressent pas les douleurs déjà toutes de la même manière. Elles vont irradier, elles vont... Exactement. On peut pas pointer exactement Exactement. un endroit. Exactement. Il y a des organes qui pointent un petit peu, l'ovaire par exemple, il est très innervé en lui-même, mais effectivement, vous n'êtes pas capable de dire j'ai mal à 10 cm du côlon droit ou j'ai mal, voilà, on n'a pas cette capacité-là avec ces organes-là. Aujourd'hui, le diagnostic, comment il se passe? Comment on peut savoir qu'on a ou pas de l'endométriose? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? La prise de rendez-vous, qui on va voir, etc. Alors, le parcours de soins. Donc, d'où on vient? D'abord, si on a ces douleurs dont on a parlé, il faut en parler à un médecin. Maintenant, il faut le dire quand même, les médecins généralistes sont très bien formés en gynécologie pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il y a un déficit en gynécologues médicaux et en gynécologues obstétriciens, et donc ils ont dû se former. Et certains avec passion, et on participe à leur formation, et ils sont quand même une bonne première ligne de traitement, de prise en charge. Maintenant, si on se sent pas écouté, ou même si on a un gynéco ou une sage-femme, il faut aller consulter cette deuxième ligne. D'accord ? Les sages-femmes également, particulièrement des sages-femmes qui ont été formées plus récemment, parce qu'il faut le dire, l'endométriose est rentrée dans les manuels de cours, même chez les gynécologues, un peu tardivement. Les sages-femmes sont sensibles à ces questions-là, et sont formées à ces questions-là, de la gynécologie médicale avec des douleurs. Donc elles peuvent être le premier rebond.
sur lequel elle va adresser ensuite, il ou elle va adresser à des professionnels. Et puis on peut aussi aller, si on a plein de symptômes et qu'on pense qu'on a l'endométriose, on peut aller chez un gynécologue directement, bien entendu. Pour le diagnostic, il y a des recommandations extrêmement claires qui ont été posées par l'HAS sous l'égide des sociétés de gynécologie françaises. Le premier examen, c'est une échographie, parce que c'est accessible, parce que c'est pas cher, parce qu'il y a des gens qui le font un peu n'importe où en France, et c'est un bon examen. Évidemment, si vous allez faire une échographie dans le premier cabinet trouvé, c'est pas forcément quelqu'un qui fait de l'endométriose tous les jours, mais il sera capable de spotter, de déterminer quelques lésions caractéristiques. Par exemple, la lésion de l'ovaire en lui-même, l'endométrium. Et c'est un des modes d'entrée fréquents de la maladie. On fait une échographie, hop, on voit un kyste, et là, IRM, échographie expert, etc., etc. Ensuite, il peut y avoir, si l'échographie est négative, on peut aller faire une IRM, ou si elle a trouvé quelque chose, on peut faire une IRM, donc une imagerie par résonance magnétique. Et ça, cet examen, il peut être fait aussi un peu n'importe où, mais aussi dans des centres un peu plus experts. On peut aussi faire relire ces imageries. Ça, c'est des modes d'entrée par l'imagerie. Il faut savoir quand même qu'il y a des questionnaires qui ont été publiés qui permettent normalement d'acquérir une certaine certitude du diagnostic. Parfois, avec une pertinence diagnostique de plus de 90%. Donc simplement répondre à un questionnaire, ça pourrait déjà nous faire entrer dans un parcours de soins plus rapidement. Pour les patientes qui ont des imageries négatives, échographie, IRM, relues par des experts, relues par votre gynécologue spécialisé en endométriose, etc., on peut aller maintenant jusqu'à le fameux test salivaire de l'endométriose, et puis il y a d'autres tests qui sont en cours de développement, des tests sanguins, notamment. Eh bien, voilà, ce test, il intervient quand on est dans le négatif pour tous les examens, qu'on a pourtant des symptômes. Et il faut le dire, il est à l'étude. C'est une étude. On n'a pas validé ce test dans la population générale, et notamment, il a été fabriqué, enfin, en tout cas, il a été conçu, ou dans un groupe de patients, on savait qui était malade et qui n'était pas malade. Donc c'est toujours plus facile de faire un test quand on sait qui est malade et qui n'est pas malade à l'avance. Donc là, on attend, nous, des données qu'on appelle in vivo. Donc faire le test, dans ce cas dont on vient de parler, est-ce que ça fonctionne? Pour l'instant, on n'a pas ces données. Donc on est dans l'étude, et c'est pour ça d'ailleurs que la HAS a autorisé l'accessibilité à ce test dans le cadre d'une étude bien spécifique. En suivant votre travail sur les réseaux sociaux, j'ai appris aussi qu'on peut avoir une IRM qui revient négative, où on ne voit pas de lésion. Et finalement, à la celluloscopie, donc quand vous faites des petits trous dans le ventre tout minuscules pour aller voir tout ça, vous observez qu'il y a de l'endométriose. Exactement. Alors, on peut aller. Donc, ça, c'est vraiment le bout du bout. Quand on est. Le test, il est censé remplacer, c'est en tout cas l'esprit, d'aller faire cette celluloscopie. Parce que maintenant, si on n'a pas ce test et que l'IRM est négatif et que la patiente elle est très douloureuse et que les médicaments ne marchent pas, on peut aller jusqu'à faire cette fameuse chirurgie, la célioscopie, où on vient rentrer une caméra dans l'abdomen, gonfler le ventre de gaz et aller voir où sont les lésions. Et souvent, ce qu'on constate, c'est des lésions qu'on appelle superficielles. Donc, des lésions qui sont petites, millimétriques. Or, on ne peut pas demander à une IRM de voir des lésions qui sont millimétriques ou inframillimétriques. C'est impossible. Ils ne savent pas faire ça. Il y a des signes indirects, donc des organes qui sont collés entre eux par la maladie, ou un épaississement des organes, mais on n'a pas encore cette puissance de l'imagerie, même si quand même elle est capable de faire venir pas mal de diagnostics. Et donc voilà, en celluloscopie, le plus souvent, c'est ce qu'on voit, ou alors quelque chose qu'on n'avait pas vu à l'IRM, et ça peut arriver. Il y a tout à fait des lésions qui peuvent passer à côté, même après des dizaines de relectures. Vous avez parlé de ces lésions et ça me fait penser à des adhérences. On n'en a pas parlé. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec l'endométriose. L'endométriose, donc c'est ces fameuses cellules, mais en fait, elles peuvent s'agglutiner, se coller, faire un Exactement. sacré bordel dans le ventre. Exactement. Donc le principe dont on a parlé tout à l'heure avec cette plaie qui guérit, etc., ça crée plein de cicatrices. Et on a tous vu quelqu'un qui a eu, par exemple, une brûlure ou un accident avec des cicatrices qui sont fibreuses, qui viennent adhérer les tissus entre eux. Et donc, c'est ça, ces fameuses adhérences. Donc, on a deux tissus qui sont atteints d'endométriose ou l'un qui est atteint. Et donc, cette cicatrisation, elles vont coller les organes entre eux. Et particulièrement, elles adorent coller les trompes et les ovaires. Donc, l'ovaire va se replier sur la trompe. Tout ça va se coller. Les trompes vont être bouchées. Ça peut entraîner une infertilité mécanique. Donc c'est ça, ces fameuses adhérences. Il peut y avoir aussi
l'utérus, avec la lésion d'endométriose à l'arrière de l'utérus, qui va coller au rectum. Et donc, on va voir les deux organes qui sont collés. Et ça se voit très bien, par exemple, à l'échographie dont on venait de parler. On vient essayer de mobiliser ces organes et on voit qu'ils emportent avec eux tout l'organe à côté. C'est ça l'adhérence. Euh, c'est un mot qui est très utilisé par les patientes, ou particulièrement après les chirurgies. Pendant très longtemps, il y a des chirurgiens, une école de chirurgie qui juste libérait ces adhérences sans vraiment enlever la maladie ou en la coagulant un petit peu et s'arrêter là. Parce que ça nécessitait aussi peut-être des chirurgies complexes. Donc elle libérait les adhérences. Donc les patientes disaient, on m'a enlevé mes adhérences, ça va beaucoup mieux. En fait, si on n'enlève pas la lésion en dessous, 15 jours plus tard, hein, ça recolle exactement au même endroit. Voilà, donc ce terme d'adhérence est très utilisé, mais c'est important de comprendre comment il existe. On parlait tout à l'heure de tout le parcours de soins. Si on arrive finalement au bout à la celluloscopie et qu'on ne voit pas d'où viennent ces douleurs, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des diagnostics différentiels, donc des maladies ou des problèmes qui donnent les mêmes douleurs? Qu'est-ce qui existe en fait? Il y a l'endométriose, donc adénomiose endométriose, mais à côté? D'accord. Alors, le diagnostic différentiel, alors il y en a plusieurs. D'abord, si on est allé jusqu'à la celluloscopie diagnostique, normalement, on en a éliminé un certain nombre avant. Première chose, et puis parfois, on fait même, ça j'insiste parce que ça m'est arrivé il y a quelques jours, et je pense que la patiente se reconnaîtra, une patiente à qui on est allé jusqu'à la celluloscopie diagnostique. Je n'ai rien vu à la celluloscopie, mais dans ces cas-là, on réalise quand même une biopsie. Vraiment, j'ai pris des films de plusieurs dizaines de minutes, on ne voit rien dans le péritoine. J'ai pris une biopsie, quelques millimètres, et pourtant l'anatomopathologiste m'a dit il y a des glandes microscopiques d'endométriose. Donc en fait, cette patiente, elle a une endométriose qui n'est pas centimétrique, pas millimétrique, elle est micrométrique, elle est vraiment à l'échelle de la petite lésion. Impossible à voir à l'œil nu. Est-ce que c'est ça qui est responsable de ces douleurs? Je ne sais pas très bien. Peut-être qu'en fait c'est une découverte fortuite et que c'est autre chose qui cause. Mais en tout cas, on a fait toutes les explorations et on n'a que ça. Première chose. Après, dans les diagnostics différentiels, pour être assez clair, on a par exemple le syndrome de congestion pelvienne, où on a des varices à côté de l'utérus, comme on peut avoir des varices dans les membres inférieurs. Donc c'est ces veines qui sont dilatées parce qu'elles ne sont pas continentes, elles ne sont pas capables de refluer le sang vers le cœur. Et donc ces veines, elles se dilatent et ça fait mal. Quand on a été perfusé, on fait cette expérience de quand ça va un peu trop vite, ça fait mal dans le bras. C'est vraiment ça. Ça arrive plutôt en fin de journée. Ça fait des douleurs après le rapport, pas tellement pendant, mais surtout après le rapport. Des patientes qui ne peuvent pas rester assises de manière prolongée ou debout, elles ne peuvent pas faire la queue pour le musée quand il y a une heure de queue, parce qu'en fait, elles ont très mal dans le pelvis. Voilà, ça c'est le syndrome de congestion pelvienne. Après, il y a d'autres maladies qui sont plus des maladies des muscles et des fascias, avec par exemple la fibromyalgie, dont on peut éventuellement parler, dans lequel on peut avoir comme ça des douleurs du pelvis. Après, il y a des choses qui sont assez caractéristiques, mais qu'on rencontre quand même assez fréquemment, c'est les antécédents d'infection génitale. Donc on peut avoir eu une infection il y a très longtemps, par exemple la chlamydia, qui va créer de l'infection dans le pelvis. Ça se voit pas tellement, puis on s'en est même pas rendu compte, on a guéri tout seul, ça crée de l'inflammation, ça crée des adhérences, et il va y avoir des douleurs. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome inflammatoire pelvien chronique, qui est lié à certaines bactéries. Voilà. Donc ça, c'est les grands diagnostics différentiels. Après, il y a des choses un peu plus compliquées, on pourra y revenir si besoin. Quand le diagnostic se met à tomber, donc l'endométriose est découverte, il y a pas mal d'années, on avait très, très peu d'options pour venir à bout de tout ça. Déjà, on va le voir, n'enlève pas la maladie, on peut pas, enfin, il y a pas un bouton off sur la maladie. Il y a des choses qui ont dû évoluer depuis. Qu'est-ce qui a évolué, autour de la prise en charge et de cette maladie-là? Alors, autour de la prise en charge, il faut essayer de comprendre comment nous, on veut aborder la maladie pour comprendre comment fonctionnent ces thérapeutiques. Si on parle de la maladie en elle-même, et donc là, on va parler des traitements plutôt hormonaux. On l'a dit, c'est une maladie qui dépend des œstrogènes, qui est une maladie cyclique, qui évolue en fonction du cycle. Donc, l'idée, assez simple, est de dire on va bloquer les cycles. D'accord? Bloquer les cycles pour qu'il n'y ait plus de règles, un arrêt complet, plus cette fluctuation, plus cette fabrication d'endomètres ou de tissus qui ressemblent à l'endomètre, et donc un arrêt des douleurs. Ça, le principe, c'est le traitement hormonal. Je n'utilise pas le terme de pilule parce que pour moi, la pilule, c'est les années 60, la contraception, une vraie victoire finalement. Et
et maintenant, il porte un petit peu sur le dos toutes ces informations sur la contraception. Voilà. Donc, j'abandonne ce terme et j'utilise plutôt le terme de traitement hormonal, c'est-à-dire médicament qui contient des hormones. Ça, il n'y a pas eu d'évolution majeure depuis quelques années. Il faut savoir que le médicament récent, c'est le Dienogest, que vous pouvez utiliser, qui est un médicament qui est génériqué et qui fonctionne très bien dans l'endométriose, avec quelques effets secondaires. Bien entendu, on pourra y revenir. Mais il n'y a pas eu de révolution majeure. Il y a un médicament qui est sorti récemment, qui utilise un vieux mécanisme de blocage très haut de la sécrétion des hormones, un peu qui bloque le chef d'orchestre, et qui en même temps supplémente avec des hormones atofixes. Ça, c'est un médicament qui s'appelle Rieco. Je ne sais pas si on peut citer des marques, mais voilà. Voilà, donc ça, c'est les deux innovations qui ne sont pas non plus des révolutions, ça reste des traitements hormonaux. Dans cette catégorie-là, on n'a pas de médicament miracle. Voilà, il n'y a pas de piste, on peut en reparler, il y a quelques microscopiques trucs, mais on est vraiment très loin. Après, dans le traitement de la douleur, effectivement, en écoutant les gens et en développant cette prise en charge de la douleur. Ça, c'est tout un champ de la médecine qui est pas si récent, mais qui quand même évolue assez rapidement depuis les 20 dernières années. On a effectivement des traitements plus spécifiques pour la douleur. Ça, on pourra en reparler. Moi, j'ai eu accès à un truc horrible. Moi, on m'a mis sous décapeptile. On m'a mis en ménopause artificielle. En plus, très mal accompagnée. On m'a pas expliqué que j'allais avoir une dépression, que j'allais perdre du poids, que j'allais devenir... Wouh, c'était horrible. Est-ce que c'est un traitement qui est encore proposé? Alors, c'est un traitement qui est proposé, mais il doit être normalement associé à ce qu'on appelle une add-back thérapie, c'est-à-dire éviter ces symptômes de la ménopause. Donc on peut bloquer ce fameux chef d'orchestre des cycles hormonaux. On peut bloquer cet étage-là, mais il faut supplémenter. Sinon, on met totalement vos hormones à l'arrêt, vous n'avez plus d'œstrogène, plus de progestérone, et là, vous êtes en ménopause brutale. Vous faites l'injection, c'est quelques jours après. Donc normalement, on ne fait plus trop ça. Et surtout, si on doit le faire avec même cette fameuse add-back thérapie, on le fait de manière temporaire, parce que les conséquences sur l'ossification, parce que les hormones, ça ne sert pas que à faire fonctionner votre utérus. Ça sert aussi comme neuromédiateur. C'est une hormone très importante pour le fonctionnement de votre cerveau. Et les patientes qui sont en cours de ménopause peuvent en témoigner. Ça sert aussi à ossifier vos os, à minéraliser les os. Il y a un équilibre très instable permanent entre j'ai besoin de calcium, je prends dans l'os, je fabrique de l'os pour solidifier cette armature. Et donc, tout cet équilibre-là est perturbé. Donc, effectivement, le décapeptile tout seul, plutôt on évite. Ok. Au-delà du côté purement médical, il y a tout plein de choses qui aident à réduire la douleur. J'ai découvert plein de choses, moi, en allant récemment chez une gynécologue. Est-ce qu'on peut en parler? Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui est au courant de tout ce qu'on a un peu mis en lumière qui vont aider à soulager la douleur. Alors, on aime beaucoup dire maintenant, et c'est une très bonne idée, je trouve, dire que ça nécessite une prise en charge qui est globale et multidisciplinaire. Et ça, je pense, c'est des mots-clés qui sont fondamentaux. On ne peut pas soigner, on ne peut pas prendre en charge tout seul dans son coin une patiente qui a de l'endométriose. Comme ça ne viendrait jamais personne à l'idée de prendre en charge un diabète compliqué tout seul. C'est pas possible. On a besoin d'un nutritionniste, on a besoin de quelqu'un qui fait du sport, etc. De la kiné, voilà. Et donc l'endométriose, c'est pareil, c'est une maladie qui est systémique, donc qui touche à plein d'organes, et donc qui touche à plein de praticiens différents. Et donc pour traiter la douleur, il faut faire appel à ces différents praticiens. Il y a une spécialité de quelqu'un qui prend en charge la douleur, c'est un médecin qui s'appelle un algologue. Algo, c'est la douleur. Voilà. Et donc, c'est des médecins qui sont spécialisés. Voilà. On n'est pas toujours obligé d'aller voir un algologue. On va voir un algologue si on a des douleurs qui échappent au traitement de base. Ensuite, dans cette prise en charge globale et multidisciplinaire, il y a de la kinésithérapie, qui sont des thérapeutiques où on vient essayer de rendre une mobilité. Vous avez un accident de voiture, vous avez le bras cassé avec des rétractions, des contractures musculaires, il ne vous viendrait jamais à l'idée de le faire autrement qu'avec un kinésithérapeute, par exemple. Pourtant, on ne le propose pas systématiquement aux patientes qui ont l'endométriose et qui sont courbées toute la journée avec les contractures musculaires qu'on peut imaginer de ce pelvis inflammatoire.
Donc ça, c'est fondamental également. On a des outils, des boîtiers de la neurostimulation transcutanée, et je pense que ça vous touche particulièrement. Ces boîtiers qu'on peut appeler TENS ou Eurostim, voilà, qui sont prescrits théoriquement par l'algologue. Il y a quelques moyens d'accéder à des boîtiers de type Eurostim pour les gynécologues et qui vont permettre de... Alors, le mécanisme exact, on peut y revenir, mais qui vont permettre de bloquer cette douleur chronique et d'accompagner ces patientes en utilisant ces petits boîtiers, qui sont des électrodes, tous les jours. Voilà, puis ensuite, il y a les médicaments de la douleur. Apprendre aux patientes que on ne prend pas un Doliprane, puis un anti-inflammatoire, puis un spasfon. On essaie de combiner les effets de chacun de ces médicaments de façon à les potentialiser. Et ça, c'est très important. Deuxième élément, on ne va pas traiter quelqu'un qui a 9 sur 10 de douleur comme quelqu'un qui a 5 sur 10. On adapte aussi, mais il ne faut pas attendre d'avoir 9 sur 10 de douleur pour se traiter. Et ça, c'est vraiment aussi un message que j'ai envie de faire passer. Personne n'est fort face à la douleur. Ça veut rien dire. Et vous n'allez pas avoir une médaille parce que vous êtes super fort contre la douleur. Il faut traiter quand on a besoin d'être traité. Si vous avez mal et que vous savez que vous allez avoir encore plus mal, il faut se traiter avant. Parce que le médicament, il est encore plus efficace pour vous faire passer de 5 à 3,2. Donc ça, 3,2, on peut vivre avec. Mais si vous êtes à 9, il va vous faire passer à 7. Et avec 7 de douleur, on ne peut pas vivre. Donc c'est important de prendre les médicaments au bon moment. Ah, ça fait hyper écho à ce que moi je vis, c'est-à-dire que je ne laisse pas, quand je commence à avoir mal, quand je commence à avoir les douleurs de règles qui arrivent, je sais qu'il faut que très tôt je prenne un médicament pour arrêter la douleur. Si je laisse cette douleur s'installer et monter jusqu'à 9, où j'en arrive à vomir et où on part aux urgences parce qu'il n'y a plus rien qui me soulage, le Doliprane à ce C'est trop moment-là, tard, c'est trop tard. évidemment. Donc, c'est un truc que moi j'ai appris par expérience, de traiter la douleur beaucoup plus tôt, beaucoup en amont et ne pas la laisser s'installer. Ça, c'est quelque chose aussi que vous préconisez. Exactement, exactement. Il faut pas attendre que la douleur dépasse les seuils du tolérable. En plus, malheureusement, même si cette douleur est fluctuante, les patientes, elles se connaissent très bien. Et c'est ce que vous disiez, je sais que je vais avoir encore plus mal, mais je sais ce qui m'attend. Et donc, si on se réveille le matin en se disant « Ah, là j'ai 5 sur 10 », c'est maintenant qu'il faut prendre la douleur. Parce qu'on arrive à avoir ce plateau, alors ça dépend des gens, mais avoir ce plateau de diminution et conserver ce plateau-là. En tout cas, avoir une pente qui va être beaucoup plus progressive. Alors que si on attend trop tard, qu'on est déjà au boulot, stressé parce qu'on sait qu'on va avoir mal, il y a cette espèce de boucle en plus d'angoisse qui va apparaître. Je suis dépassé, je sais plus faire face à cette douleur parce que je sais ce qui m'attend et qui va être encore pire après. Je vais aller vomir, je vais aller aux urgences, ça va être horrible, je vais attendre 12 heures pour avoir une perfusion. On est dévoré par cette angoisse. Et donc, il faut passer un petit peu avant. Alors, évidemment, je suis un garçon, j'ai pas expérimenté ces éléments-là. Je vois ces patients dans ces souffrances-là et je sais combien parfois ça peut les aider. Et c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je sais très bien. Mais mon conseil, c'est d'essayer d'éviter cette installation de douleur chronique par tous les outils dont on vient de parler. Et je le dis parce qu'on a parlé d'angoisse, la sophrologie, les méthodes d'auto-hypnose, d'auto-éducation à la gestion de la douleur, ces méthodes qui marchent, c'est pas des thérapeutiques non conventionnées complètement ésotériques. C'est des méthodes qui sont utilisées de manière très fréquente et qui doivent l'être encore plus. Vous venez de parler du TENS. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert très récemment. C'est un peu mon truc miracle qui met la douleur sur off. J'installe les électrodes, j'appuie et là, boum. Et je l'ai testé sur tout un cycle, donc sur toute une partie des règles, où normalement je suis incapable de ne pas prendre d'antidouleur, c'est pas possible. Eh ben, ça fonctionne. Je n'ai pas pris d'antidouleur. Donc, comment ça fonctionne? Juste pour en parler, parce qu'il faut que quand même les personnes qui en souffrent connaissent cet outil-là. Est-ce que ça marche sur tout le monde? Je crois que la réponse c'est non. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus? Alors, d'abord, il faut comprendre qu'on n'a pas encore très bien compris exactement comment ça marche à l'échelle cellulaire. Il y a plusieurs pistes. Donc, c'est de la neurostimulation transcutanée. Donc, c'est de l'électricité qui est envoyée à certaines fréquences. Et ces fréquences vont mettre en résonance, vont stimuler certaines fibres neurologiques. Elles vont entraîner plusieurs choses, mais notamment ce qu'on appelle le gate control, bloquer la douleur avant qu'elle passe, qu'elle arrive au cerveau, globalement. Créer une sorte de confusion
pour éviter que la douleur arrive au cerveau. Il y a aussi un aspect mécanique, probablement de ces ondes électriques sur le tissu lui-même. Globalement, on a un peu de mal à comprendre. Et d'ailleurs, il y a des études en cours, prospectives, dans lesquelles on va donner des TENS aux patientes, donner des neurostimulateurs transcutanés, activés ou pas activés. Elles ne sauront pas si c'est activé ou pas, alors il y a quelques pièges évidemment, pour voir si vraiment ça fonctionne. Parce que évidemment, il y a aussi, comme tous les médicaments et tous les traitements, une place du placebo où on vous met des électrodes sur le ventre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a certaines patientes, et vous le disiez très bien, chez qui ça fonctionne super bien. J'ai encore un peu de mal, dans ma pratique, à déterminer, à pouvoir prédire chez qui ça va marcher ou pas. J'avoue que c'est un petit peu compliqué, mais j'ai des patientes qui, comme vous, sont très satisfaites et d'autres chez qui ça marche pas du tout. En tout cas, je trouve que le mode de dispense du traitement est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a une location, et ensuite, si ça fonctionne, eh bien, on achète et c'est pris en charge par la sécurité sociale. Donc, je trouve que ce mode-là est assez pratique pour les patientes. Et voilà, s'il n'y a pas de satisfaction, on n'utilise pas le produit. Chez qui ça marche, enfin en tout cas, le pourcentage, je n'ai pas en tête exactement. Ce qu'il faut dire, c'est que très récemment, c'est rentré dans les recommandations françaises de prise en charge de la douleur de l'endométriose, et on pourra retrouver, et je vous donnerai le lien exact de la publication parce que c'est assez récent. Donc maintenant, ça rentre comme un outil reconnu de la prise en charge de la douleur de l'endométriose. Là, on est vraiment dans des choses avec des niveaux de preuve qui sont plus satisfaisants. J'ai envie de revenir sur quelque chose qui tourne tout autour de l'endométriose et dont on nous a gavés quand on a eu des douleurs de règles, c'est le spasfon. Oui, Est-ce que le spasfon est en fait en Smarties? c'est effectivement probablement un Smarties. Euh, c'est une question difficile. D'abord, l'utilisation de l'effet placebo Oui. est un outil extrêmement utile. Oui. Qu'on prend depuis nos enfants jusqu'à nous tous les jours. Probablement que dans le paracétamol qu'on prend quand on a un petit peu mal à l'épaule ou quand on a une grippe, il y a une part de placebo, mais très bien. Oui. Mais on est très heureux de ce truc-là. Le spasfon est un antispasmodique dans l'idée de dire qu'il y a des contractions utérines qui sont trop importantes et donc on va relaxer un petit peu. Je ne suis pas expert dans la littérature de ce médicament, hein, dont il faudra citer le nom de la molécule, je pense. Mais effectivement, on a aussi l'impression qu'il y a une grosse part de consommation de ce médicament par effet placebo. Si c'est le cas, tant mieux. S'il y a en plus un effet bénéfique faible, tant mieux. Je continue à en prendre, hein. Je suis formatée à ça, je puis dis allez hop, si Si besoin. on gagne, il y a des données dans la littérature qui montrent que l'effet placebo sur la douleur participe jusqu'à 20% de l'effet. Donc c'est énorme. On les prend les 20%. Très bien, on les prend. Quand on est à ça près, c'est énorme. Voilà, si on a 8 sur 10 de douleur et qu'on peut passer à un peu plus de 6 sur 10, ben voilà, tant mieux. Vous parliez tout à l'heure de la respiration, de la relaxation, etc. Alors à la base, moi je suis quelqu'un de très speed et c'est pas des choses qui me parlent. Sauf que j'ai fait l'expérience de l'ulcère à 17 ans et que la sécurité sociale m'a remboursé des cours de sophrologie, de méditation, etc. Donc j'ai fait partie d'un un truc pilote apparemment et donc j'ai appris à respirer par le ventre. Et j'ai dû constater que ça jouait sur mes douleurs au niveau de l'endométriose. Donc quand je n'ai rien, j'ai pas de TENS, j'ai pas de paracétamol, j'ai pas de spasfon, peu importe que j'ai rien, il me reste qu'un truc, c'est ma respiration ventrale, à gonfler le ventre et à vraiment expirer, inspirer très profondément. Et je vois que ça descend la douleur. Bien sûr. L'expérience que vous racontez, c'est une expérience qui est aussi démontrée. Et la manière dont on accueille la douleur, que ce soit de l'endométriose ou autre chose, quand on est dans un état d'anxiété important, on a cette espèce de vigilance augmentée, eh bien, c'est assez logique. Votre cerveau va recevoir cette information et la traiter aussi rapidement en disant alerte, ça va pas. Euh, Si vous êtes une expérience assez simple, vous avez des douleurs faibles et en plus vous avez un truc très important, mais qui soulage votre esprit, vous êtes très heureux, cette douleur, elle parlera quasiment pas. Et à la fin de la journée, vous allez vous dire hyper mal dans le cou, et en fait, vous avez eu cette douleur toute la journée. C'est juste que cet état, peut-être presque d'euphorie parce que vous êtes en vacances ou autre, eh bien, vous permet de tolérer mieux cette douleur. Donc, l'anxiété, la gestion de cette anxiété participe évidemment à soulager cette douleur. Les méthodes qui sont utilisées sont la respiration ventrale, l'auto-hypnose, des méthodes de détente. Et d'ailleurs,
on a des infirmières qui sont formées à cette technique-là et qui vont accompagner les patientes. Et les patientes, elles sont hyper contentes de ces résultats. Pour revenir dans tout ce qui peut venir aider à soulager la douleur, et j'ai découvert aussi, donc vous en avez parlé, la kiné. De venir masser, détendre, et cetera. Alors moi, je pensais que c'était du flan, que c'était un truc qu'on nous donnait parce qu'il y avait pas grand-chose, mais beaucoup de patientes m'ont dit que ça avait un apport, en fait, que ça venait vraiment les aider. Qu'est-ce qu'il y a à en dire là-dessus, finalement? Pas que il faut alors, précision assez importante, il faut que ce soit quand même entre des mains de gens formés. Donc il y a des répertoires de praticiens formés à la kinésithérapie, notamment s'il doit y avoir alors le texte de loi pour la kinésithérapie dit interne, donc il y a des manipulations internes, sont extrêmement spécifiques. Et là, on est dans un cadre déontologique qui est assez, rigide et je pense qu'il faut garder cette rigidité, c'est très important. Ensuite, pour ce qui est de la comment ça marche, il y a différentes manières, mais on a fait tous ces expériences. Vous avez une cicatrice, et encore une fois, l'endométriose, c'est aussi beaucoup de la cicatrisation. Vous massez cette cicatrice, vous allez améliorer la manière dont elle est vascularisée, dont le tissu est drainé, le tissu lymphatique est drainé aussi, et donc vous allez améliorer l'aspect de cette cicatrice. L'endométriose, c'est un peu pareil. Ensuite, il y a le transit, tout simplement. Il y a beaucoup de patientes qui ont des troubles du transit avec une constipation chronique. Et le fait d'aller stimuler, c'est des organes qui réagissent très bien au massage, eh bien, vous allez améliorer tout simplement le passage de la selle. Il y a aussi la rééducation à la manière dont vous allez faire pipi, dont vous allez à la selle, dont vous le disiez très bien, dont vous respirez, dont vous vous comportez vis-à-vis de vos muscles posturaux. Ben ça, c'est des choses que les kinésithérapeutes connaissent très bien et depuis très longtemps. Ensuite, plus que la maladie elle-même, il y a cette espèce d'effet d'enroulement protecteur autour de la maladie. Des patientes qui sont voûtées, qui ont des contractions, Le kinésithérapeute est aussi capable de réapprendre des mesures de posture, de respiration, de mobilisation des organes et des muscles qui sont responsables de cette posture, notamment pour le diaphragme. Voilà. Ça me fait penser aussi à quelque chose, le chaud. Comment ça se fait que le chaud... Alors moi, je n'avais jamais expérimenté ça, c'est en voyant toutes les copines avec des bouillottes, et cetera. Je me suis dit: «Mais ma couverture chauffante que je me mets sur les cervicales quand je suis pas bien, je la teste sur le ventre», et j'étais obligée de constater que là aussi, on venait réduire la douleur. Ouais, bah, la bouillotte, c'est l'outil majeur des patientes qui ont de l'endométriose, il faut le dire. On a même décrit des lésions cutanées qui sont liées aux brûlures chroniques à bas bruit. On va pas se mettre de l'eau à 100 degrés sur le ventre. En fait, on va mettre de l'eau à 65-70 degrés et on va avoir un aspect typique. Et donc, quand on examine les patientes, on voit cette espèce de damier de lésions sur le ventre. Et là, on peut leur dire, il faut réduire un petit peu la température. Il y a plusieurs mécanismes. D'abord, en brûlant, on modifie la manière dont vous percevez la douleur. On dérive un petit peu cette sensation de douleur. Ensuite, le chaud, c'est une manière de vasodilater, de modifier l'inflammation locale. Et ça, c'est démontré, vous le disiez, dans les douleurs cervicales, l'utilisation du chaud. Voilà. On a ensuite le côté décontractant. Et on le disait à l'instant, cet effet d'enroulement, ces contractures musculaires qui sont réactionnelles à ces douleurs, eh bien, l'utilisation de la bouillotte, elle va le soulager. Voilà. Après, la manière exacte à l'échelle cellulaire, je ne suis pas expert de ce sujet-là particulièrement, mais en tout cas, c'est un outil qui est extrêmement utilisé par les patientes, ça c'est vrai. Et le sport, la place du sport, du cardio. Enfin, moi, on m'a beaucoup conseillé de faire du cardio. Et j'étais obligée de voir qu'effectivement, le cardio faisait qu'il y avait des douleurs moins importantes. On sait quoi là-dessus sur l'impact du sport ou du cardio, je ne sais quoi? Alors, sur le cardio spécifiquement, le message global qu'il faut dire aux patientes et dont on a parlé tout à l'heure, c'est que le sport permet de diminuer la consommation de médicaments pour différents mécanismes, mais notamment par la sécrétion de neurotransmetteurs qui permettent la satisfaction, mais aussi cet effet d'euphorie qu'on a après avoir fait du sport. Ça permet de diminuer la douleur. Un message fondamental à donner aux patientes, c'est qu'il faut s'adapter aux symptômes que vous avez. Il y a des patients dont la passion, c'est de faire du sport, je sais pas, de l'équitation, très souvent par exemple, et qui vont avoir pas de douleur pendant l'équitation, et donc elles vont continuer, ça leur fait tellement de bien que évidemment il ne faut pas les empêcher de le faire. Et d'autres qui veulent absolument continuer à faire de la boxe ou des sports un petit peu presque violents, et qui vont expérimenter des douleurs pendant le sport, et qui vont finalement aggraver ces douleurs. Et donc là, il faut vraiment qu'elles ne fassent pas ce type d'activité, parce que ça va tout simplement majorer leurs symptômes.
le petit aparté que je fais, c'est que quand on a une maladie qui fait mal, il faut diminuer les moments où on a mal. Essayer d'éviter au maximum d'avoir mal le moins souvent possible. Donc si vous faites du sport, que ça vous améliore 5 minutes, mais qu'après vous traversez 2 jours de douleur catastrophique, il faut vraiment changer la manière dont vous faites ce sport. Ce qu'on conseille en première intention chez des gens qui ont moins l'habitude de faire du cardio, voilà, c'est plutôt des sports où on va travailler encore une fois sur la posture. Donc on peut parler du yoga, hein. Il y a des études qui sont menées actuellement sur la place du yoga et des autres techniques de relaxation et d'extension et de musculation des muscles posturaux. Donc ça, c'est des choses. Et puis il y a aussi du sport à faible intensité qui permet, voilà. Après, si le cardio, c'est votre manière de sécréter du neurotransmetteur et d'être super content à la fin de la séance et que cet effet est rémanent pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours après, c'est vraiment ça qu'il faut conserver. Ça, c'est sûr. Est-ce que l'endométriose, ces lésions, finalement, au bout d'un moment, à force de solliciter les nerfs, et je pense aux nerfs vagues notamment, ces nerfs, est-ce qu'on peut arriver à un moment donné où on a d'autres douleurs, douleurs neuropathiques qui s'installent et c'est un gros bordel? Et donc peut-être qu'il faut soulager ces douleurs le plus tôt possible pour pas arriver à cet effet-là? Ça, c'est une complication de cette maladie, qui est cette espèce d'harcèlement chronique des fibres de la douleur. Et donc, on va rentrer dans une complication qui est, pour nous, extrêmement sévère de la maladie, qui est l'état de neurosensibilisation centrale. Donc, c'est un mot-clé. On va utiliser des scores, un score qui s'appelle le score de convergence PP. On va rechercher la neurosensibilisation. L'idée, pour être vraiment schématique, c'est de dire il y a un harcèlement chronique de ces douleurs, et donc il y a un mécanisme de protection où on vient augmenter le volume de la manière dont on reçoit la douleur. Donc une douleur qui est normalement à 3/10 va être majorée par votre cerveau. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est dans votre tête, il y a un vrai mécanisme de la douleur derrière, mais c'est la manière dont cette douleur est traitée par les neurones eux-mêmes. Il y a des dizaines de neurones qui interviennent dans la manière dont vous traitez, on a parlé de l'angoisse, etc. Il suffit qu'il y ait une majoration de cela pour entraîner. Voilà. Et donc on peut se retrouver dans des situations où des patients, typiquement pour les douleurs pendant les rapports sexuels, l'évolution de la maladie, c'est j'ai quelques douleurs, je change de position, j'ai mal tout le temps à chaque rapport, mais ça va, je continue. J'évite les rapports parce qu'en fait ça me fait mal et je finis par ne plus pouvoir du tout avoir de rapport et même plus de masturbation, plus de caresses, des patientes qui n'arrivent même plus à toucher leur vulve, quoi, tellement elles ont mal. Et donc là on comprend, la maladie en elle-même elle n'a pas changé, ou en tout cas elle n'a pas évolué de manière drastique, sauf cas particulier où on a une maladie qui en elle-même est très importante. Mais le plus souvent la maladie elle n'a pas changé, c'est la manière dont le cerveau et les neurones traitent cette information-là. Pour le continuum et sur la notion de est-ce qu'il ne faudrait pas prendre en charge avant. C'est une question qui est très complexe. Je parle de la partie chirurgicale. Traitée par des médicaments, oui, certainement. Mais la partie chirurgicale, c'est une agression supplémentaire. Et donc, il y aurait un risque d'ajouter à cet état d'hypersensibilisation. Et donc, nous, dans notre centre, en tout cas moi dans ma pratique, et c'est celle aussi des confrères de mon centre, on évite d'opérer ces gens à ce moment-là. Parce qu'on risque d'aggraver, de gâcher finalement cet effet bénéfique de la chirurgie. Et donc on va plutôt travailler sur d'autres techniques, la prise en charge de la douleur bien évidemment, de la kiné, etc. Un ensemble de thérapeutiques. Pour ce qui est de l'utilisation de traitements, donc ça c'est le métier de l'algologue, mais aussi du médecin qui s'intéresse à ces douleurs, on peut utiliser d'autres médicaments qui ne sont pas du tout des médicaments de la douleur en elle-même, c'est des médicaments de la douleur neuropathique, et on vient utiliser des médicaments assez spécifiques, qui sont des médicaments qui sont aussi utilisés par exemple dans la dépression, mais qui n'ont pas du tout là comme vertu de traiter la déprime de nos patientes, qui peut arriver certainement, mais c'est surtout de traiter ces fibres. C'est un médicament qui va modifier la manière dont le neurotransmetteur passe de neurone en neurone, globalement. Donc ça, c'est des outils de ces douleurs neuropathiques. On n'a pas parlé de la chirurgie. On peut agir par chirurgie donc sur ces lésions. Ça peut revenir, je sais, enfin c'est assez compliqué. Alors, la chirurgie, d'abord, je pense qu'il faut parler des indications. La chirurgie, elle a des indications assez spécifiques, et c'est en gardant cette indication très spécifique posée par des gens qui sont formés qu'on peut optimiser le parcours de soins.
On a beaucoup eu de patientes qui ont été opérées au mauvais moment, sur des actes qui n'ont pas été faits au meilleur des connaissances qu'on aurait pu faire, et donc on se retrouve avec un effet bénéfique qui est amoindri. Donc, les indications, elles sont assez spécifiques. J'ai essayé tous les médicaments, ça ne marche pas. J'ai des lésions qui sont visibles à l'IRM. Et on s'en sort plus, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là, j'ai fait tout le parcours de soins. Je suis arrivé au bout, ça marche pas. Sans non plus attendre 10 ans, bien entendu. Mais je suis arrivé au bout, ça ne marche pas. Là, on vient retirer la lésion pour essayer de conserver cet effet, d'avoir cet effet bénéfique. Et donc là, on a quand même des données assez solides dans la littérature où on montre qu'il y a une amélioration de la qualité de vie. On est en train de sortir, de publier une étude dans notre centre sur la qualité de vie à très long terme. Donc des patients qui ont été opérés il y a 15 ans de lésions colorectales d'endométriose, donc vraiment une forme très grave. Et on a des patientes, quand on leur demande si vous le conseillez à des amis 15 ans plus tard, 97% des patientes disent oui, surtout il faut le faire. Alors, évidemment, il y a des complications. Mais finalement, quand on se prend à très long terme, les effets bénéfiques sont Rayman. Ensuite, donc ça, c'est pour le traitement marche pas. Ensuite, il peut y avoir des situations d'urgence. Et là, qui sont des obligations chirurgicales. Bon, le but, c'est vraiment de sauver la fonction d'un organe. Et donc, ça, c'est j'ai un rein qui est bouché par l'urtère, qui est bouché par la lésion d'endométriose, qui mécaniquement appuie sur l'urtère, l'urine s'accumule en amont, et le risque, c'est de perdre un rein. J'ai opéré il y a quelques mois une patiente qui malheureusement est arrivée dans un moment où son rein ne fonctionnait plus qu'à 5%. C'était trop tard. Est-ce que si on avait pu le diagnostiquer avant, voilà. Donc là, on vient intervenir pour régler le problème, enfin, améliorer le pronostic pour le rein. Ça peut être aussi le cas pour le tube digestif. On a parlé de la patiente qui pouvait avoir ce tube digestif qui se bloquait complètement. Et puis, voilà, ça peut intervenir pour la vessie, pour le diaphragme aussi, dans des cas un peu critiques, si je puis dire. Et ensuite, il y a la dernière question, qui est celle de la fertilité. C'est une question qui reste un débat. On est plutôt... les données sont assez discordantes, c'est assez rigolo, les données elles sont discordantes selon la personne qui réalise l'étude. Donc quand les chirurgiens réalisent les études, elles sont plutôt en faveur de la chirurgie qui bénéficie. Et quand c'est les médecins de la fertilité ou des médecins qui font pas beaucoup de chirurgie de l'endométriose, on a des données qui sont discordantes. Donc je pense qu'il faut rester assez simple. S'il y a une infertilité, qu'en plus il y a des douleurs, quand on fait la chirurgie, on a un bénéfice potentiellement sur les deux. Ensuite, si on a fait tout un parcours de PMA, que ça ne marche pas, évidemment qu'il y a une indication à aller retirer ces lésions d'endométriose, parce que de toute façon, ça ne marche pas, on ne va pas réussir. Donc ça, pour le coup, il y a des études qui ont été menées qui démontrent que quand il y a et c'est d'ailleurs dans les recommandations officielles, vous faites un parcours de PMA, il y a un échec de fécondation in vitro, au bout de 2 échecs, il y a une lésion en place, il faut retirer cette lésion, et on retrouve une fertilité de patiente qui revient à son premier cycle de fécondation in vitro. Voilà. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, il faut dire que la chirurgie, elle peut avoir des conséquences. Mais elle peut avoir des conséquences, notamment lorsque on réalise ces chirurgies dans des centres où on n'a pas du tout l'habitude de le faire. C'est pas pareil de faire 50 résections colorectales par an, où on vient couper un bout de rectum, des chirurgies compliquées avec des chirurgiens experts, que d'en faire une seule par an, où il n'y a pas le bon chirurgien, qui connaît pas trop. Voilà. Donc ça, c'est aussi une des limites, je pense, pour la chirurgie. Et en chirurgie, moi je pense à quelque chose dont beaucoup de copines m'ont parlé, cette envie de enlevez-moi cet utérus. Bon sang, j'en peux plus. Alors, l'hystérectomie n'est pas le traitement de l'endométriose. Point. Faut pas dire ça. L'hystérectomie, c'est le traitement des patients qui ont une adénomiose, donc une maladie de l'utérus notamment, et qui ont exactement les mêmes indications dont on vient de parler. On essaie des médicaments, ça marche pas. Ou on ne veut pas prendre les médicaments ça, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des hormones, ou alors on a une contre-indication à des hormones, des maladies compliquées. Dans ces cas-là, on vient faire de la chirurgie spécifique, indiquée, et on a un effet bénéfique. Par exemple, si on imagine une jeune femme de 20 ans qui a des lésions des ligaments utérosacrés, qui n'a pas envie de faire de bébé à 20 ans, et peu importe la raison, enlever son utérus n'aura aucun effet sur sa symptomatologie. Elle va avoir plus d'utérus, encore plus mal très probablement, encore ses lésions d'endométriose. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Voilà. Ensuite, dans cette phrase enlevez tout, il y a souvent aussi enlevez-moi les ovaires, parce que les ovaires c'est ça qui fabrique les hormones, et donc on a envie de mettre fin à cette vie génitale. C'est vraiment ce truc-là, j'ai souvent ces entretiens-là avec les patientes, c'est bon, moi j'ai mes enfants, enlevez-moi ces organes, ils me servent à rien. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les hormones, elles sont pas utiles que pour fabriquer des bébés.
et des règles. Elles sont utiles pour plein de trucs, des neurotransmetteurs notamment, ossifier vos os, on en a parlé tout à l'heure. Donc il ne faut pas enlever l'utérus pour rien, il faut enlever l'utérus s'il y a une bonne raison, et il ne faut pas enlever les ovaires avant d'être très très largement ménopausé. Voilà, très clair. Il y a des étapes dans la vie, il y a des périodes dans la vie où l'endométriose peut se calmer. Moi, je l'ai vécu, les grossesses et l'allaitement. Ouh, il n'y avait plus personne. Ouais. Ah, c'était super cool. Bah, c'est notre objectif avec les médicaments, c'est d'obtenir ce moment où il n'y a plus de règles. Et c'est vraiment ça, c'est la grossesse. La grossesse, le principe, c'est d'avoir des taux de progestérone très élevés, un placenta qui sécrète ses propres hormones, vos ovaires arrêtent de prendre le relais, le placenta fabrique son propre système, la lésion d'endométriose, elle est à bas bruit. Alors il peut arriver des moments où cet endomètre, qui est presque le même que celui qui est dans l'utérus, eh ben, il va se transformer comme s'il voulait accueillir l'embryon, puisqu'il réagit pareil. Et donc on va avoir des transformations de cet endomètre en un endomètre qui aurait envie de recevoir ce bébé qui est dans le corps de la patiente. Donc ça peut entraîner des douleurs, il faut le surveiller. Mais dans la très grande majorité des cas, cette maladie, elle vient s'éteindre. Il y a des cas encore aussi, quand on avait parlé tout à l'heure de ce coup, de ces adhérences, elles ne disparaissent pas avec la grossesse. Voilà. Donc on peut avoir une conservation de certains symptômes. L'allaitement, c'est pareil. L'hormone qui entraîne la fabrication de lait, elle bloque le système, comme le fameux médicament dont on avait parlé tout à l'heure. En plus sympa quand même. Hein. En plus sympa, parce qu'il y a toujours les hormones quand même qui restent là. Et donc, on a un blocage des cycles, il n'y a pas de règles, il y a moins de douleur. Ou parfois pas de douleur. Et puis on avance dans l'âge, en périménopause, on doit s'attendre à quoi? Parce que moi je suis en train de mettre les pieds là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Alors on parlait effectivement de la fluctuation au cours de la vie. Donc il y a deux périodes d'incidence de majoration de la symptomatologie. Il y a cette sortie de l'adolescence. On voit que les patientes, elles rentrent dans le parcours de soins parce qu'elles ont mal. Après, il y a cette forme de plateau. Et puis, effectivement, il y a cette période de périménopause dans laquelle on va avoir un déséquilibre entre la sécrétion œstrogénique et la sécrétion de progestérone. Il y a moins de progestérone, plus d'œstrogène. Les cycles durent plus longtemps avec plus d'œstrogène. Et donc là, on vient stimuler cette endométriose. Effectivement, on voit beaucoup de patientes arriver au cabinet dans ces âges-là, entre 35 et 40 ans. Théoriquement, on l'a dit tout à l'heure, ça devrait, à partir de 50-51 ans, diminuer. C'est pas le cas tout le temps, mais c'est effectivement cette incidence-là. On peut espérer une diminution de la symptomatologie, mais avec des années avant, majoration, des saignements, des douleurs, voilà, avec souvent des patientes qui ont accompli leur projet de grossesse, qui n'ont pas envie forcément de reprendre une contraception. On ne peut pas mettre toutes les contraceptions à 40 ans, pas les mêmes qu'on avait. Voilà. Donc, ces traitements hormonaux ne peuvent pas être gérés pareil. Voilà. Ok. Donc, point d'interrogation, on va voir. Point d'interrogation, on va voir, mais il faut il faut se méfier d'une majoration de la symptomatologie, ça c'est sûr. Ok. Dans l'endométriose, il peut, je pense, comme à peu près toute maladie, y avoir d'autres maladies associées, des comorbidités. Oui, alors, des comorbidités, donc ça c'est un premier élément. Les patientes qui ont l'endométriose, elles ont un peu la double peine, elles ont plus de risques d'avoir d'autres maladies, et notamment des comorbidités, donc des maladies cardiovasculaires. Donc, elles multiplient par 2 le risque d'avoir des maladies cardiovasculaires, donc ça c'est quand même assez significatif, et ça veut dire aussi qu'il faut continuer à suivre ces patientes après la ménopause. Et c'est pas parce qu'elles ont plus de symptômes qu'il faut arrêter de les suivre. Il faut que les médecins généralistes qui suivent ces patientes, qui pensent avoir éliminé ce problème gynéco, ils continuent à se dire, attention, elle a eu de l'endométriose, elle a plus de risques d'avoir un infarctus du myocarde, elle a plus de risques d'avoir de l'obésité, elle a plus de risques d'avoir des syndromes métaboliques, elle a plus de... Voilà. Donc ça, c'est important comme notion aussi. Ensuite, il y a la notion de maladie auto-immune. Ça, il y a des données toutes récentes qui viennent d'être publiées qui montrent qu'il y a certaines maladies auto-immunes qui sont plus associées à l'endométriose. On peut penser à certains rhumatismes articulaires, on peut penser au lupus érythémateux disséminé et à d'autres maladies auto-immunes qui sont associées à l'endométriose, comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, etc. Je pensais, j'ai découvert ça, Ehlers-Danlos. Oui, la maladie d'Ehlers-Danlos qui est effectivement une maladie... Alors, il faut faire attention parce que c'est un diagnostic qui doit être posé par un expert. C'est des maladies qui sont rares, qui sont compliquées. Le diagnostic, c'est pas juste la flexibilité. C'est pas la flexibilité. L'hyperlaxité, voilà. Exactement. C'est pas juste. Voilà, c'est pas juste l'hyperlaxité pour poser le diagnostic d'Ehlers-Danlos. Et effectivement, il y a
beaucoup, beaucoup de patientes chez qui on a posé un diagnostic parce que, effectivement, on parle beaucoup de cette pathologie. Donc, pour l'instant, on en est un peu comme l'endométriose, à avoir des zones d'ombre où on ne sait pas trop. Voilà. Mais effectivement, il y a des maladies, notamment auto-immunes, qui sont associées. L'endométriose, ça peut être génétique. Donc si j'ai de l'endométriose, potentiellement si j'ai des petites filles, elles ont plus de risques d'avoir de l'endométriose. Comme on a dit tout à l'heure, c'est multifactoriel. Vous partagez avec vos filles pas que la génétique. Il y a 50% de vos gènes qui leur appartiennent, effectivement, qui vous appartiennent. Mais vous partagez aussi le même milieu, la même alimentation. Elles vont utiliser, elles vont être exposées finalement au même milieu. Donc, la génétique, certes, on a dit que c'était une maladie multifactorielle, mais il y a aussi le milieu. Et donc, c'est pas parce qu'une mère qui a de l'endométriose a des jumelles, mais que si ces jumelles sont séparées, elles vont pas vivre dans le même milieu, et donc potentiellement l'une peut en avoir et l'autre pas. Donc ne pas condamner les mamans qui ont de l'endométriose, ne pas condamner les mamans dont leur fille a de l'endométriose, vraiment, c'est vraiment pas le thème. Et comment on accompagne ces petites filles-là? Parce que je ne sais pas comment accompagner mes filles qui me voient tous les mois avoir mal et me disent: «Ah, tu as tes règles» et qui ont associé règles, douleur, ce qu'il ne faut pas, ça a trop été fait. Aujourd'hui, comment on les accompagne ces enfants? C'est une question fondamentale. Je pense que je suis pas spécialiste de la pédagogie pour les enfants, mais je pense qu'il faut être honnête. Les enfants, ils comprennent largement ce qui nous arrive. Donc pour accompagner ces mamans, ou surtout ces enfants dont la maman a de l'endométriose, je pense qu'il faut pas apporter des craintes trop précoces. Et surtout, il faut faire passer ce message que c'est pas parce que la maman a de l'endométriose que la fille va avoir de l'endométriose. Maintenant, on sait qu'il y a un surrisque. Et donc, il faut avoir cette oreille, mais cette oreille qu'il devrait avoir chez tout le monde finalement. Si cette jeune fille, pendant ses premières règles, a des douleurs, eh ben, il faut les accompagner. Et tant mieux si ça les a permis de rentrer plus tôt dans le diagnostic de la maladie, et puis potentiellement aussi dans pas de maladie. Voilà. On peut faire un peu de la psychoéducation comme on fait par exemple pour le TDAH, d'autres maladies. On peut faire de la psychoéducation auprès des enfants, déjà de les sensibiliser au niveau de la douleur, de leur apprendre que par exemple le sport, ça peut être une super alternative, que le chaud, je ne sais pas. C'est vrai que le modèle, maman a de l'endométriose, elle arrive à se gérer et à avoir une vie accomplie de femme. Voilà. Après, cette notion de modèle, elle met une certaine pression sur les mamans. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre. Je pense que les mamans, aujourd'hui, elles ont suffisamment de tâches et de pression pour pouvoir ne pas devoir servir de modèle à toute une flopée de bambins qui tournent autour de leur fille. Donc, voilà. Dans cet esprit-là, effectivement, dire, tu sais, moi j'ai mes règles, effectivement j'ai mal, j'ai mes petits outils à moi pour faire en sorte que ça aille mieux. Peut-être que toi tu auras tes règles et que ça ira très bien après. Et si jamais tu as besoin de moi dans ces moments-là, en tout cas je suis là. Je pense que c'est ça surtout cet élément, montrer sa présence, montrer que nous on arrive aussi à gérer, parfois à ne pas gérer, et que c'est ok de dire qu'on a mal. Et c'est surtout ça aussi le message, c'est ok de dire qu'on a mal et de partager ce moment-là. Et voilà, cet environnement finalement d'acceptation et de... Il n'y a aucun signe dans l'enfance ou dans la préadolescence qui peuvent un petit peu orienter et se dire on a une sensibilité ou... Non, il n'y a rien. Non, pas vraiment. Alors, j'ai pas fait la littérature récente sur les signes avant-coureurs, mais les signes, c'est vraiment les douleurs de règles aux premières règles. Voilà, Aux ça, premières règles, si on a des règles douloureuses, on consulte. on consulte. Alors, sur les signes avant-coureurs, il faut savoir que l'endométriose, elle est retrouvée aussi chez des patients qui ont des malformations, particulièrement des malformations de l'appareil rénal, du rein, de la vessie, des uretères. Donc, une patiente qui a des malformations des uretères, des douleurs de règles, il y a quand même là-dedans un terrain. Voilà. Après, la douleur de règles, si on demande à une jeune fille de 15 ans si elle a des douleurs de règles, en fonction de l'endroit où on est sur la planète, on aura entre 10% et 90% de réponses positives. Donc la douleur de règles, finalement, la dysménorrhée primaire, le fait d'avoir mal pendant ses premières règles, c'est quelque chose d'assez classique. Le problème, c'est la persistance et aussi l'impact. J'ai mes premières règles, j'ai du sang, j'ai mal, mais je prends un Doliprane ou un anti-inflammatoire et ma vie, j'ai des copains, une vie, je vais en cours, je fais du sport, il n'y a pas de problème. Voilà. Si par contre ça a un impact, encore une fois, c'est ce que je disais précédemment, là il faut s'inquiéter et consulter. De manière générale,
si on a mal quelque part et que ça va pas, il faut consulter un médecin. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de traitements, de médicaments, et cetera. Va notre foie? Comment il va notre foie avec, ce paracétamol, avec ce qu'on prend? On Le paracétamol, alors moi je suis pas pharmacien, hein, mais l'utilisation chronique du paracétamol, le problème c'est surtout le surdosage, hein. Effectivement, c'est une des causes de greffe hépatique. C'est pas du tout mon domaine de prédilection, mon sujet, mais effectivement, il faut pas utiliser au-dessus des doses, des posologies recommandées. Le principe, il est simple. Ensuite, il y a un autre élément qui est la métabolisation des hormones et la manière dont les hormones sont métabolisées. Effectivement, quand on prend des œstrogènes et de la progestérone, on vient faire un bilan 3 mois plus tard pour voir comment se comporte le gras dans le sang. Donc c'est un bilan lipidique. On vient rechercher des modifications du cholestérol, mais surtout, ce qui est très embêtant, c'est les triglycérides. Ça, c'est assez standardisé, tout le monde sait faire, on fait ce bilan. Donc le foie de ces patientes, il va très bien. OK. Ah ça, c'est une bonne nouvelle! Qu'est-ce qui cause l'infertilité dans l'endométriose? Alors, il y a différents mécanismes, mais on va revenir à la mécanique. Donc on a dit tout à l'heure, l'endométriose, ça pourrait entraîner des adhérences. Si votre ovaire est complètement collé dans votre péritoine, recouvert finalement, et que la trompe elle-même est bouchée, vous avez parfaitement compris que cet ovocyte qui est libéré normalement dans le péritoine, qui là est libéré nulle part, que cette trompe qui est bouchée n'est pas capable de capter cet ovocyte, la probabilité de grossesse est très faible. Donc ça, c'est un aspect vraiment mécanique. Ces cas-là d'infertilité, ils sont visibles sur l'échographie, visibles sur l'IRM. Voilà. Si vous avez une IRM normale, une échographie strictement normale vue par des gens qui savent faire ce truc spécifique-là, un ensemble d'autres examens qui est normal, la probabilité que cette cause mécanique soit responsable, elle est faible. La seconde manière, c'est aussi que ça crée un état inflammatoire local. L'ovocyte, c'est une cellule qui est libérée dans un océan gigantesque et qui doit être captée par des organes qui n'ont pas des petites mains qui viennent cueillir. Et donc tout ça, c'est une mécanique qui est 10 000 fois plus compliquée que l'horloge suisse. Voilà. Donc là, tout ce qui peut balancer, tout ce qui peut perturber cet état instable, ça crée un problème. En plus, les patients qui ont de l'endométriose, potentiellement peuvent avoir des ovocytes de moins bonne qualité parce qu'il y a un endométriome, il y a un kyste d'endométriose dans l'ovaire, parce qu'il y a cet état inflammatoire. Voilà. Ensuite, cet ovocyte doit être capté, rencontrer son spermatozoïde. Et là, il faut le dire, l'infertilité masculine, c'est 50-50. Donc, c'est pas que les femmes qui sont responsables de l'infertilité. 50% et de plus en plus d'infertilité chez l'homme, hein, il faut être aussi très clair. Donc, on continue sur ça, l'ovocyte rencontre le spermatozoïde, le miracle a lieu, et il faut que cet embryon, il arrive à s'implanter dans l'utérus. Cet utérus, qui potentiellement, à cause de l'adénomiose, se contracte pas bien, cet endomètre qui n'a pas les mêmes capacités d'accueil parce qu'il y a un contexte d'inflammation, il n'a pas envie d'accueillir un embryon parce qu'il y a de l'inflammation localement. Et donc voilà, il y a un ensemble de la mécanique qui est perturbée à différents étages pour la fertilité. Il faut être rassurant aussi. On a beaucoup dit que l'endométriose, si vous avez de l'endométriose, j'entends tout le temps mes patientes qui me disent « Ah non, mais on m'a dit, c'est sûr que c'est impossible de tomber enceinte. » Elle sort de l'IRM ou de l'échographie et il y a des médecins qui disent « Je suis désolé, vous n'aurez pas de bébé. » C'est ce qu'on m'a dit. C'est Je n'aurai pas d'enfant après 30 ans et donc du coup, j'ai été très légère sur ma prise de pilules et ben, j'ai eu, une grossesse qui était pas du tout prévue, quoi. Ça, franchement, c'est délirant. C'est vraiment, là, on est dans des trucs qui sont dépassés la situation de médecin. On n'a absolument pas le droit de dire ça. Dire à quelqu'un un conseil quand elle a une endométriose catastrophique, dans le cadre d'une consultation d'une patiente qu'on suit, effectivement, si vous avez un projet dans 2 ans, mais que là, ce serait cool aussi maintenant, bah, peut-être c'est mieux de le faire maintenant parce que votre réserve ovarienne, elle est un peu mieux. Ça, c'est un conseil qui est important. Dire à une patiente, c'est sûr que vous n'aurez pas d'enfant, franchement, c'est absolument pas possible de dire ça. Ensuite, c'est pas parce qu'on a de l'endométriose, même si elle est compliquée, qu'on va ne pas avoir d'enfant. On peut modifier l'anatomie par une chirurgie, on peut aussi utiliser des techniques de procréation médicalement assistée, même parfois même pas besoin d'aller jusqu'à la fécondation in vitro, on peut tout simplement avoir une stimulation ou même
coach pour améliorer la fertilité masculine. Enfin voilà, il y a un peu comme ça de méthodes qui peuvent permettre d'améliorer la fertilité. Donc vraiment le message, c'est pas parce que vous avez de l'endométriose que vous êtes infertile. C'est important de le dire. Il y a une évolution en France quand même dont il faut qu'on parle, c'est qu'il y a des lieux d'accueil spécifiques pour accueillir les patientes atteintes d'endométriose ou de suspicion d'endométriose. Oui, alors ça c'est organisé par l'Agence régionale de santé, donc l'ARS, et il y a maintenant des parcours de soins avec des niveaux dans lesquels des centres qui ont certains niveaux dans lesquels vont être accueillis les patientes à certaines étapes de leur maladie. Niveau 1, 2, 3. L'idée c'est de dire, voilà, on doit être capable de polariser la prise en charge de façon à créer des centres dans lesquels il va y avoir une écoute des médecins formés et un ensemble de praticiens pour bénéficier de cette prise en charge globale et multidisciplinaire dont on a parlé tout à l'heure. Et en plus, ça va pas pouvoir polariser la prise en charge parce qu'il y a des gens qui savent très bien faire de la chirurgie, des gens qui savent très bien faire de la fertilité, des gens qui savent très bien faire de la médecine du soin de la douleur, par exemple. Et donc, on bénéficie chacun du potentiel des autres. Et ça, je pense que c'est important de dire qu'aujourd'hui, il y a des pôles, des centres de recours. Donc, par exemple, le centre auquel moi je fais partie, qui est un centre de recours de prise en charge chirurgicale de l'endométriose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en charge des patientes qui ont des endométrioses compliquées, qui nécessitent d'avoir différents chirurgiens. C'est pas un chirurgien digestif. C'est un chirurgien digestif qui fait toute l'année de l'endométriose avec nous au bloc. On se connaît par cœur, on travaille ensemble. C'est pas pareil que faire appel à quelqu'un en lui disant « Ah, j'ai mis cette malade au bloc, il faut lui enlever un bout de rectum. Ah ouais, mais j'ai jamais fait pour l'endométriose, je sais pas faire. » Donc ça, c'est un truc... voilà. Et il faut dire que ces centres, ils se multiplient en France. Et ils sont labellisés, donc il y a un cahier des charges, c'est une candidature spontanée, voilà. Et donc, on vient créer des centres voilà. Donc, nous, on est un centre de recours chirurgical, on prend des dossiers compliqués. On a aussi un centre dans lequel on prend de la douleur, des patients qui ont des douleurs dans lesquelles on ne se sort pas du tout et on a vraiment une prise en charge particulière avec un parcours de soins. Il y a des hôpitaux de jour. On n'est pas obligé, parce qu'on a une endométriose, d'aller dans un centre de recours national hyper compliqué. Bien sûr, on a des centres plus proches de chez soi qui font aussi très bien les choses et dans la plupart des cas, c'est un traitement médicamenteux, une consultation avec les différents spécialistes dont on a parlé tout à l'heure qui vont permettre d'améliorer significativement la qualité de vie. Voilà, ça, il faut le dire aussi. Et en tant que patiente, si on a mal, que notre médecin nous a dit oh, mais c'est normal d'avoir mal pendant les règles, etc., on peut nous-mêmes prendre rendez-vous pour Oui. avoir une consultation? Alors, si on est une patiente, qu'on a très mal, que ça impacte votre vie, que vous allez voir votre médecin et qui vous dit c'est normal d'avoir mal pendant ces règles, ou c'est quoi cette maladie à la mode, ou c'est quoi encore cette histoire de douleur pendant les règles, je citerai Adèle Haenel, mais on se lève et on se casse, quoi. Il faut s'en aller, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a un sujet qui... Voilà. Donc on change de médecin et on prend quelqu'un, médecin ou une sage-femme, et qui est capable de dire, bon, là il y a un problème, ou il n'y en a pas d'ailleurs, de rassurer, de dire j'ai entendu vos douleurs, mais vous prenez un paracétamol et ça va mieux, donc ça, on va s'arrêter là. Donc qui a cette écoute et qui va permettre d'orienter, voilà. Et ça, je pense que c'est fondamental. On n'est pas obligé, encore une fois, d'aller dans un super centre de recours qui fait des chirurgies très compliquées. On peut aller dans un centre connu dans lequel, sur l'ARS, on a le réseau de soins. Et on retrouve toutes ces informations où? Alors, l'agence régionale est régionale par définition. Et donc, pour le coup, la Nouvelle-Aquitaine, c'est un département qui est très en avance sur cela, et notamment grâce au réseau qu'on appelle AFENA, qui est un réseau de Nouvelle-Aquitaine qui a depuis très longtemps mis ça en place. Et ça a été bénéfique pour les patientes dans toute la région. C'est pas le cas pour toutes les régions, mais c'est en train de bouger parce que c'est le plan endométriose du président de la République en 2023, si je me trompe pas, qui fait un petit peu progresser les choses. Donc on espère que ce réseau se diffuse et ce modèle de réseau se diffuse en France pour qu'il y ait un parcours de soins qui soit assez organisé et fléché. J'aimerais qu'on termine sur un point important à toutes ces patientes à qui on a dit non mais les règles c'est normal que ça fasse mal et où il n'y a pas cette écoute, ou bien celles qui ont d'endométriose, on a vu de l'endométriose comme moi il y a plus de 20 ans et où on a compris qu'il n'y avait pas grand chose à faire sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces patientes-là? Bah, moi, j'ai envie de leur dire surtout que les choses, elles ont évolué, elles ont changé. Il y a des praticiens et des praticiennes qui ont été formés, qui ont cette écoute et qui ont cette capacité de réaction aussi face à vos symptômes. Et ça, c'est fondamental. Et aux patientes qui ont un peu abandonné ce parcours,
et que je vois apparaître régulièrement en consultation, j'ai envie de leur dire: «Remettez une pièce dans la machine. Remettez peut-être la dernière, mais remettez une pièce dans la machine avec des praticiens proches de chez vous». Pas besoin encore une fois de faire trop compliqué, mais des praticiens proches de chez vous qui ont cette écoute et qui sont reconnus. Et d'ailleurs, on le sait très bien, il y a des forums de patientes, il y a des groupes de patientes, des groupes WhatsApp de patientes qui se fournissent et qui s'échangent. Il y a des associations de patientes, et ça, il faut le dire aussi, des patientes qui sont bénévoles. Je pense à l'association Endo-France, par exemple, mais à d'autres, bien entendu, où c'est des bénévoles qui aident les patientes entre elles. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a mis du temps, mais qui aujourd'hui fonctionne très bien. Les choses, elles ont évolué de manière positive. Et aujourd'hui, c'est pas pareil qu'il y avait 50 ans. En plus, on en a largement parlé tous les deux, mais il y a des nouveaux médicaments, il y a des nouvelles prises en charge, qu'elles soient chirurgicales ou non chirurgicales, il y a de nouvelles techniques de fertilité. On n'est plus du tout dans les mêmes conditions et on va aller un peu plus loin. Je l'espère avec l'aide de tout le monde pour faire avancer la recherche. Un grand merci, docteur, pour nous avoir mis à jour sur ce sujet-là. Merci beaucoup de cette invitation. Mage Podcast, mise à jour.